Ça y est, c'est le départ. On va quitter Emavan, direction Abisko, plein nord, pour plus de 400 km de marche si tout se passe bien. La fatigue du voyage nous rattrape après 6 km et on s'arrête sur un petit replat qui surplombe la vallée. On est très heureux d'être là, aux portes de la Laponie, sur ce sentier qui nous fait rêver depuis plus d'1 an. Comme un avertissement, un rideau de pluie balaye les montagnes au loin et on part se coucher sans même avoir pris le temps de manger. Bon, il y a la pluie qui est en train de nous rattraper. Du coup, on a vite remis nos affaires. Et là, on a continué. Je pense que de toute façon, on va se prendre une bonne averse. Malgré la pluie, on commence à apercevoir les paysages immenses qui se déploient lentement devant nous. Au moment de nous coucher, on entend un grognement à quelques mètres de la tente. Même si on sait que les chances d'en croiser sont infimes, on pense tout de suite à un ours, et on est soulagé de découvrir que ce son provient en fait d'un groupe de rennes qui passe sur le sentier. Il est bientôt 14 h, là on approche des 10 km. On vient de faire une petite pause avec du tofu séché et des cacahuètes. Et depuis ce matin, on avait des nuages assez bas, un gros plafond brumeux. C'était une drôle d'ambiance. Et là, pendant la pause, le ciel s'est découvert d'un coup. Du coup, on a mis le panneau solaire sur le sac, on va voir ce que ça donne. En fin de journée, on atteint un lac au bord duquel quelques tentes sont déjà installées. On décide donc de s'éloigner un peu pour aller planter la nôtre au sommet d'un petit épaulement qui domine le paysage. Après avoir monté le camp, on prend notre repas face au panorama avec un bol de myrtilles sauvages pour le dessert. Aujourd'hui, les quelques personnes que l'on croise nous annoncent que les conditions météo risquent de se dégrader ce soir. Si même les Suédois commencent à s'inquiéter du mauvais temps, c'est qu'on risque vraiment de passer une sale nuit. Peu à peu, le sentier se vide et de nouvelles portions de paysage se dévoilent au fur et à mesure de notre avancée. J'ai presque du mal à réaliser qu'il n'y a rien autour de nous et l'impression que l'on va forcément finir par tomber sur un village où une route ne me quitte pas. Bon, finalement, juste avant le lac qu'on visait tout à l'heure, on a trouvé une petite cabane qui est ouverte et qui domine un peu tout le paysage, donc c'est vraiment super beau. On ne sait pas trop si on a le droit d'y rester, mais vu qu'il prévoit pas mal de pluie cette nuit et peut-être demain, on s'est dit que voilà, si personne ne venait nous demander de partir, on allait sûrement passer la nuit ici.
l'instant, le temps est encore calme, même si quelques averses éclairées par le soleil viennent balayer le plateau qui s'étend un peu plus bas. Assis derrière la fenêtre, je contemple les montagnes en retraçant mentalement notre itinéraire. Au loin, j'aperçois les sommets qu'on a longés en quittant Emavan, et je suis fasciné par la distance que l'on arrive à parcourir en seulement quelques jours. Les prévisions météo étaient correctes et on est bien content d'avoir pu dormir au sec. Il fait à peine 3 degrés lorsque l'on quitte la cabane pour entamer les 15 km de descente qui doivent nous emmener vers Amarness, le premier village de l'itinéraire. La pluie est glaciale et en quelques minutes, nos gants en polaire sont imbibés d'eau. La descente est hypnotique. On marche le plus vite possible, enveloppé par les nuages, en essayant de détourner notre attention de nos doigts engourdis et douloureux. On est arrivé au refuge qui est à peu près à la mi-parcours jusqu'à la ville. Et ce qui est cool, c'est qu'on est passé en dessous des nuages, donc il y a un poil moins de pluie, mais il y a toujours du vent. Mais du coup, ouais, il fait froid et ça va, il doit être 10h45. Et là, on va redescendre vers Amarness. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a 8 km encore, mais que de descendre, donc ça devrait aller assez vite, on devrait mettre 2 heures à peu près. On vient d'arriver à Amarness, donc la ville qui est à la fin de la première section. Et bon, il pleut toujours, on est trempé de partout et là on va essayer de chercher un supermarché pour se ravitailler pour les jours suivants. On s'installe contre la petite épicerie du village. Après avoir fait les courses, on se prépare une bonne assiette de pâte au pesto à côté de la prise qui recharge nos batteries. La pluie cesse en milieu d'après-midi. On hésite un peu à repartir, mais la motivation nous fait défaut et on décide finalement de passer la nuit ici. On pose donc notre tente entre la route et la rivière, où quelques personnes se sont déjà installées. On est très heureux d'avoir terminé la première section, mais lorsque l'on regarde la carte, la distance qu'il nous reste à parcourir nous décourage un peu. On entame ce matin la deuxième partie de l'itinéraire, qui commence par une longue montée sous les nuages qui se déchirent. À partir de maintenant, il n'y a plus de refuge le long du parcours, donc on s'attend à croiser encore moins de monde qu'avant. Les averses se succèdent et on passe autant de temps à marcher qu'à enfiler puis enlever nos vêtements de pluie. Ce n'est qu'après 9 km que le mauvais temps s'éloigne alors qu'on laisse la forêt derrière nous. On vient de passer le plus haut point de la crête, donc c'est le plus haut point de la journée. Le temps se découvre un petit peu, enfin il y a toujours des nuages autour, mais c'est moins pire que la pluie qu'on a eue tout à l'heure. Le soleil apparaît enfin et le paysage se révèle. De l'autre côté de la vallée, on aperçoit les hauts plateaux couverts de végétation rousse, sur lesquels glissent les ombres des nuages. Il arrive qu'on se demande un peu ce qu'on vient faire ici, mais quand on se retrouve seul au milieu de ces grands espaces, avec quelques fragments de ciel bleu au-dessus de la tête, on arrête vite de se poser ce genre de questions. Ce matin, on bascule de l'autre côté de la vallée, laissant dans notre dos la crête aplatie parcourue la veille. Pour contrer les moments de découragement, on essaye de ne plus penser à la distance qui nous sépare d'Abisko, mais de considérer le voyage comme une succession de journées qu'il faut appréhender individuellement. Ça paraît un peu idiot, mais 18 jours de vacances, ça sonne mieux que 350 km de marche.
Vers 15 h, on commence à descendre dans une nouvelle vallée remplie de lacs et de marécages. Il est 13h20, là on a fait un peu plus de 13 km et on est en train en fait de passer un dernier ressaut au bout de la vallée dans laquelle on est descendu hier. Les jambes alourdies par cette étape de 28 km, on s'arrête au bord d'un nouveau lac, juste avant le petit village d'Adolfström. Après une semaine de purée et de polenta, on s'offre notre premier repas lyophilisé. C'est aussi ça que j'adore dans ce genre de voyage. On a froid, on marche sous la pluie ou dans la boue, mais on devient beaucoup plus sensible à tout ce qui peut nous apporter du réconfort. Les mains plaquées sur le sachet brûlant, on attend de pouvoir manger ce qui devient pour nous, à ce moment-là, le meilleur plat du monde. Pour la première fois depuis plus d'une semaine, on marche sous un ciel débarrassé de ces nuages. L'effet sur notre morale est immédiat. On passe la journée dans une vallée boisée, parsemée de lacs et de torrents. Le soleil bas et le vent frais nous donnent presque l'impression d'être en automne. Notre étape s'achève à côté d'une petite cabane perdue dans la forêt. On profite de la soirée pour faire l'inventaire de nos réserves de nourriture en prévision du ravitaillement de demain. Une fois les comptes faits, on réalise qu'il nous reste 14 jours de soupe. On a peut-être été un peu trop prévoyant sur ce coup-là. Le passage du col qui nous sépare de Jektvik nous offre un point de vue incroyable sur les montagnes qui nous entourent, sans doute l'un des plus beaux depuis notre départ. Ça y est, on est arrivé à Jektvik après 7 km, donc très petite journée. Et ça veut aussi dire qu'on a terminé la deuxième section du trek, ce qui est plutôt cool. Comme le veut la tradition, on part faire des courses avant de s'installer à côté du supermarché pour manger et recharger les batteries. En fin d'après-midi, on pose notre tente sur une petite aire de camping au bord du lac. On en profite pour prendre une douche, la première depuis notre arrivée en Suède et surtout la dernière avant Abisko. On s'apprête à traverser notre premier lac en barque. Bon, ça va, il y a 300 mètres, mais on est obligé de porter ces sublimes gilets de sauvetage. Chaque fois on a un kaki, donc elle est extrêmement stylée. Moi je suis ridicule avec mon truc orange de marin pêcheur de Saint-Malo. Les
L'exercice est plus difficile qu'il n'y paraît et on a beaucoup de mal à garder notre cap. Le mauvais temps revient alors que l'on monte vers un nouveau col et nous contraint à ressortir nos vêtements de pluie qui venaient de passer 2 jours au fond de nos sacs. On s'échoue sur les rives d'un lac, mais ici, pas de barque. Il faut attendre un bateau qui passera demain matin. On monte la tente sous l'averse avant de nous réfugier dans nos duvets. Tout est humide, tout est sale, et je me rassure en me disant que le soleil finira forcément par revenir. C'est l'avantage de marcher pendant 3 semaines. Statistiquement, on est sûr d'avoir quelques jours de beau temps. Le bateau arrive comme prévu, un peu après 9 h. Au moment d'embarquer, le propriétaire remarque nos chaussures boueuses et nous demande d'aller les tremper dans l'eau pour les nettoyer. En regardant la carte pendant une pause, on réalise qu'on vient juste de passer le cercle polaire, ce qui nous remonte un peu le moral. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à partir d'Emavan plutôt que d'Abisko. On trouvait ça plus symbolique de marcher vers le nord et de passer le cercle polaire pour la première fois à pied plutôt qu'en train. On laisse finalement la forêt derrière nous pour entamer une longue montée jusqu'à un col. 15 h, premier rayon de soleil. Bon, c'est pas encore beau partout, hein. Il y a des coins où c'est encore bien noir. Mais il y a un peu de ciel bleu et ça fait plaisir. Le col se fait un peu désirer, mais on finit par dépasser le point le plus haut. Et même si le vent ne faiblit pas, le ciel se dégage à mesure que l'on redescend dans cette nouvelle vallée. Chachou, qu'est-ce qui se passe? Il y a du soleil, on a une ombre. On a du soleil. Après on s'est tapé une dernière averse. Et là on est en train de monter la tente. Et bon, ça y est, enfin ça y est. Non, ça y est pas, mais il y a les derniers gros nuages qui nous passent au-dessus. Là au fond c'est un peu plus découvert, il y a du ciel bleu, il y a quelques nuages lenticulaires en altitude. Mais c'est cool, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Ce matin, on se réveille sous un ciel bleu, mais les nuages ont déjà repris le dessus lorsque l'on se met en route. Il est 15 h, on a fait un peu plus de 15 km et on a enfin du soleil. Aujourd'hui, on dépasse les 214 km, qui correspondent à la distance entre Chamonix et Zermatt. La Kungsleden devient donc le plus long trek de notre vie, alors qu'on est à peine à la moitié du parcours. Demain, on prévoit d'atteindre Kvikkjokk, où une petite épicerie devrait nous permettre d'acheter à manger en prévision de la 4e section. On se fait donc plaisir sur les quantités de fromage qu'on met à fondre dans la purée. La seule chose qui nous inquiète, c'est que les nuits sont de plus en plus froides et que nos duvets peinent à contenir notre chaleur. On sait bien qu'on ne risque pas de mourir de froid, mais cette chute des températures nous inquiète d'autant plus que l'on se dirige vers le nord et que l'automne commence tout doucement à s'installer. On débute cette nouvelle étape sous le soleil avec en ligne de mire les sommets enneigés du Sarek.
En arrivant à Kvikkjokk, on est un peu surpris par l'épicerie, beaucoup plus petite que prévu. Il nous reste plusieurs sachets de purée, donc on peut encore marcher quelques jours supplémentaires, mais on est un peu déçus de n'avoir trouvé ni fromage, ni muesli, ni gaz. Heureusement, 2 randonneurs nous donnent leurs cartouches à moitié vides, qui devraient nous permettre de tenir jusqu'à la fin de la section suivante. En fin d'après-midi, on s'éloigne du village pour aller planter notre tente au milieu de la forêt. Voilà, on vient de s'arrêter, il est tout juste 19 h et on a fait 4 km depuis Kvikkjokk, donc on a marché à peine plus d'1 heure. Et on profite beaucoup parce qu'il y a du soleil et qu'il fait pas froid, je sais pas, il doit faire 14 degrés, 15 degrés. Putain, c'est vrai que je suis vraiment. Il fait vraiment pas froid, enfin il fait vraiment bon, il fait peut-être beaucoup plus d'ailleurs. Et c'est hyper agréable parce que hier c'était trop beau, il y avait du soleil aussi, mais on a fini de manger dans la tente parce qu'il faisait trop froid et là c'est hyper cool quand on a l'impression d'être en été. C'est triste de dire ça alors qu'on est en août. Mais non, c'est cool. On traverse un grand truc là et on arrive à la rive. On vient de rentrer dans le Sarek, un des parcs nationaux les plus sauvages d'Europe. Donc en fait, à part la Kungsleden, il n'y a pas d'autres sentiers dans le parc. Par contre, a priori, il y a pas mal d'animaux. Il y a des ours, des lynx, des gloutons et, d'après le panneau, des élans anormalement grands. Évidemment, on aimerait beaucoup apercevoir des animaux, mais vu le bruit qu'on fait, et accessoirement l'odeur qu'on dégage, on sait que nos chances d'en croiser sont assez faibles, ce qui ne nous empêche pas d'être très heureux de marcher dans ce parc mythique. Ce soir, la vue depuis la tente est incroyable. On se sent seul au monde, minuscule face à l'immensité du Grand Nord. On vient d'arriver au débarcadère, donc maintenant il faut qu'on traverse le lac. Et en fait, c'est un bateau qui doit venir nous chercher et pour le prévenir qu'on est arrivé, il faut qu'on lève cette espèce de drapeau qui est fait en drap. Et normalement, il est censé le voir depuis l'autre côté et venir nous chercher. Donc on verra bien si ça marche ou pas. Pour l'instant, on attend. Ça fait bientôt une demi-heure qu'on a hissé le drapeau, mais le bateau n'arrive pas. En relisant les panneaux, on réalise qu'il ne passe en fait que 2 fois par jour et qu'on a raté la traversée de ce matin. Il ne nous reste donc qu'une solution, ramer 3 km jusqu'à l'autre rive. On se rapproche de l'autre rive, c'est hyper calme, c'est magnifique, enfin, on est vraiment dans une carte postale ou dans un fond d'écran Windows. Il y a 2 personnes à l'autre embarcadère, donc on croise les doigts, on espère qu'elles veulent traverser, comme ça on n'aura pas à ramener le bateau. Après avoir débarqué, on prend la direction du Skjerfey, un sommet qui s'élève à 800 mètres au-dessus du lac.
On décide de rester manger au sommet, de loin le plus beau lieu de notre vie. À ce moment-là, on oublie toutes les galères, la pluie, la boue, le froid, et on se sent juste incroyablement chanceux d'être ici sous le soleil. Nouveau problème avec les bateaux. Il y a un lac qu'on doit traverser. Sur la carte, c'est marqué qu'on peut le faire en bateau à moteur ou en bateau à rame. On a bien vu le panneau bateau à moteur avec un numéro pour réserver tout en haut là derrière sur le col. Mais nous on voulait le faire en bateau à rame parce que c'est plus sympa. Et en fait là on a demandé à des gens qui venaient du nord qu'on vient de croiser et ils nous ont dit non, a priori ils ont retiré les bateaux à rame juste pour cette année. Donc il n'y a pas de possibilité de le faire à rame. Donc on s'est dit bah tant pis, on va appeler le bateau à moteur. Sauf qu'en fait le panneau il mettait last chance. On s'est dit bah oui au pire on appellera, on attendra. Mais en fait c'est last chance parce que maintenant il n'y a plus de réseau. Donc Chachou est parti remonter là-haut pour essayer de chercher du réseau pour appeler le bateau. De l'autre côté du lac, on entre dans une vallée immense et déserte, seulement peuplée par quelques rennes. Le vent est revenu et on retrouve des températures auxquelles on n'était plus vraiment habitué. Après 19 km, on pose la tente à côté d'une petite cabane au milieu de la vallée et on part se coucher alors que des nuages lenticulaires commencent à envahir le ciel. Ce matin, il nous reste un peu plus de 8 km à parcourir pour atteindre le lac Langas et la station de Saltoliocta. On vient de passer le panneau Saltoliocta, donc ça veut dire qu'on a terminé la 4e section du tracé. Maintenant il va falloir qu'on se ravitaille en nourriture et ensuite c'est bateau-bus pour la section nord vers Abisko. Contrairement à la dernière fois, on trouve ici toutes les provisions dont on a besoin pour notre dernière semaine de marche. Après avoir alourdi nos sacs avec du muesli et des tablettes de chocolat, on se réfugie dans la cuisine avec des chips, du coca et la traditionnelle assiette de pâte au pesto. Bon, on a bien mangé, on a bien profité de la cuisine pour rester au chaud et à l'abri de la pluie. Et là maintenant on va prendre le bateau qui va nous emmener jusqu'à un bus qui va nous emmener jusqu'à Vakotavare. Donc le point de départ de la section nord. Le point de départ de la section nord est situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Saltoliocta, mais il n'y a aucun sentier qui permette de le rejoindre à pied. On n'a donc pas vraiment d'autre choix que de prendre le bus. Mais après avoir marché presque 330 km, ce recours forcé à la route nous donne un peu l'impression de tricher. Ça y est, le bus nous a déposés à Vakotavare. Et donc on entame la 5e section avec un peu de pluie. Il est déjà 17 h, donc on prévoit juste de marcher jusqu'à la lisière de la forêt et de planter la tente sur le premier spot venu. Mais même si les arbres finissent par disparaître, la vallée qui s'ouvre devant nous n'est pas très hospitalière. On avance en surveillant les abords du sentier, mais le vent souffle de plus en plus fort et les quelques emplacements que l'on repère sont bien trop exposés. Il est 19 h 45. On est toujours en train de marcher
On a fait 6 km. On a essayé de mettre la tente tout à l'heure, mais il y avait beaucoup trop de vent, ça a complètement plié l'armature. Du coup, j'ai préféré qu'on continue jusqu'à ce qu'on trouve un spot un petit peu à l'abri. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il y a encore du vent, de la pluie. Le seul truc qui est beau, c'est le ciel qui est au-dessus, qui vient de se découvrir, je pense, avant la prochaine averse. Par chance, on finit par croiser 2 randonneurs qui nous expliquent avoir repéré un emplacement un peu protégé à 2 km d'ici. Remotivés, on presse le pas en espérant l'atteindre avant que la nuit ne tombe. Alors qu'une nouvelle averse vient à notre rencontre, on finit par trouver les quelques mètres carrés d'herbe promis, dissimulés au fond d'une petite ravine. Il est 21h et on est soulagé de pouvoir enfin se réfugier à l'intérieur de la tente. Le réconfort du jour vient de 2 desserts lyophilisés, trouvés gratuitement dans la cuisine à Salto Liokta. Le temps ne s'est pas vraiment amélioré et une nouvelle traversée de lac nous attend. Mais cette fois, la chance nous sourit et on atteint la rive alors que le petit canot entame sa dernière traversée de la journée. De l'autre côté, on retrouve une vallée semblable à celle d'hier. On a marché à peine plus de 5 km et je me sens déjà épuisé. Mon sac me pèse plus que d'habitude, mes jambes sont raides et je mets tout ça sur le dos de la fatigue accumulée ces dernières semaines, même s'il faut avouer que la météo aussi joue sur notre morale. Il est 17h, on est déjà couché. En fait, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux claqués et en plus, comme il y a de plus en plus de vent, on s'est arrêté assez tôt dans un spot un peu abrité. Et donc là, on va faire une petite sieste pour essayer de récupérer de la nuit d'avant. On approche du refuge de Singhi qui marquera à peu près les 10 km depuis ce matin. Là il pleut un petit peu, c'est toujours bien bouché. Et là-bas il faudra qu'on décide en fonction des prévisions météo si on continue vers Abisko ou si on fait le détour par le Kebnekaise. À partir du refuge, il est en effet possible de faire un aller-retour de 45 km pour atteindre le plus haut sommet du pays. Mais les prévisions météo affichées sur la porte sont très incertaines et la neige qui tombe de plus en plus bas chaque jour ne nous incite pas franchement à tenter l'ascension. On décide donc assez naturellement de poursuivre notre route vers le nord et tant pis pour le Kebnekaise. De toute façon, si le soleil revient demain, on profitera aussi bien des paysages de la section nord, donc on n'aura aucun regret à avoir. Pour l'instant, les nuages et la pluie masquent toujours les montagnes et on décrète que ça n'est pas très intéressant de randonner dans ces conditions. Comme hier, on décide donc de planter la tente tôt pour nous reposer un peu en laissant filer l'après-midi. Il est 16h30, ça fait 2 heures qu'on est dans nos duvets. Et voilà, on a écrit nos carnets. Et là, on était un peu en sieste, podcast. Et en vrai, moi, je suis plutôt content de m'être arrêté. Parce qu'on a eu des bonnes averses quand même, un petit peu de vent. Je suis content de ne pas marcher là-dessous. Grand moment d'émotion. On est en train de manger du gâteau presque. Ouais, de la crème au chocolat. On a acheté des petits sachets à Salto Liokta et ça ressemblait vraiment à du chocolat en poudre. Du coup on s'est dit bon ok, c'est du chocolat en poudre. On est censé les laisser refroidir. On n'a pas de frigo mais il fait plus froid que dans un frigo, du coup ça va. Et ça donne une sorte de gâteau comme ça. C'est fou de manger ça. Le vent se lève et change de direction pendant la nuit. Les paquets d'air et de neige lancés à 60 km/h viennent s'écraser sur la toile qui grince en frottant contre l'armature d'aluminium. Et tout ça à 30 cm de nos oreilles. Réveillés à 3 h du matin, le bruit et le froid nous empêchent de nous rendormir. Après avoir replié la tente sous les rafales, rangé les bâtons dans nos sacs et les mains dans nos manches,
on entame cette 21e étape. Sûrement l'une des plus froides, mais aussi l'une des plus belles de l'itinéraire. On approche tout doucement du prochain refuge. Et on est en train de prendre la deuxième averse de neige de la journée. Après avoir dépassé le refuge, on entame la longue montée vers le col de Tietka, que l'on aperçoit par intermittence au fond de la vallée. Toutes les 10 minutes, les nuages venus du nord laissent échapper des averses de neige que le vent fait voler à l'horizontale, nous obligeant à avancer en gardant les yeux fixés sur nos chaussures. Il est 16h et on est juste en dessous du col. Il nous restait un peu moins d'1 kilomètre. Sur le col, posé en équilibre entre les deux vallées, on découvre une petite cabane dans laquelle on décide de s'abriter pour manger quelque chose de chaud. Il est 17h et l'on aurait encore le temps de parcourir quelques kilomètres, mais ni la température ni le sol rocailleux ne sont propices au bivouac, donc on choisit finalement de passer la nuit ici. Le froid permanent, les averses de neige, les vallées immenses, le sol gelé et les sommets coiffés de blanc, tout cela me donne l'impression de toucher du doigt quelque chose de nouveau et de faire encore un peu plus l'expérience du Grand Nord. La neige qui est venue tout recouvrir donne une autre dimension au paysage. C'est comme si l'hiver s'était installé en une nuit. Les ruisseaux sont figés dans la glace, le sentier a disparu et la direction à suivre n'est indiquée que par quelques taches de peinture rouge sur les rochers. À ce moment-là, on mesure la chance qu'on a eue d'avoir pu dormir dans une cabane plutôt que dans notre tente. On a atteint les 17 km aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on a aussi dépassé les 400 km depuis le début, donc depuis Emavan. On finit par s'arrêter au bord du lac après plus de 26 km sans la moindre sensation de fatigue. Je ne sais pas si je dois remercier les heures de repos des jours précédents, le gros repas d'hier soir ou les quelques kilos en moins dans mon sac, mais je me suis rarement senti aussi bien après une journée de marche. Après 8 km, on entre dans le parc national d'Abisko et on commence à sentir que le voyage touche à sa fin. On vient de dépasser le refuge d'Abisko Yaore. Donc on est maintenant sur la dernière étape du topo vers Abisko. Un peu avant 15h, on dépasse la seule zone de bivouac autorisée dans le parc. On avait prévu de s'y arrêter, mais il est encore très tôt et Abisko n'est plus qu'à 4 km. Maintenant qu'on est sûr d'arriver ce soir, on multiplie les pauses en liquidant les barres de céréales et les tablettes de chocolat qu'il nous reste. Après avoir longé le torrent pendant quelques kilomètres, on aperçoit la ligne de chemin de fer qui marque l'arrivée à Abisko. La Kungsleden s'achève une centaine de mètres plus loin. Une petite structure de bois retraçant l'itinéraire que l'on a suivi depuis Emavan sonne la fin de l'aventure.
Après avoir parcouru 435 km à travers la Laponie, on est arrivé à Abisko. À la fierté d'être allé au bout du chemin se mêle déjà la nostalgie et l'envie de repartir.